Je vois quand même une mauvaise ethnie dans la descendance. Salut Annie, avant que tu t'endormes. Ciao. Bon, 10 minutes et je commence. Bonsoir Eric. Bon, nous allons commencer. Alors, cette fois-ci, j'ai plus ou moins conçu les séances de l'académie de manière un peu différente que d'habitude, c'est-à-dire ne feront pas de cours ou de conférences. On essaiera de commencer de discuter, de faire une discussion au long du temps, pour regarder dans ce qui arrivera, mais d'une manière un peu particulière, je voudrais voir, parce que on a l'habitude de voir les choses d'une manière, comment dirais-je, excitée. Alors, je suis bien d'accord qu'il y a toutes les raisons pour être excité, mais ça ne sert absolument à rien. Il faut non plus passer le temps à se dire qu'est-ce qu'il y a derrière le virus, dans le sens qu'il le gère, comment et pourquoi, à chercher les coupables et la vision apocalyptique de ce qui va arriver, en essayant, en espérant d'une manière ou de l'autre, de, comment dirais-je, de neutraliser tout ce qui arrive par un ensemble de sport et d'hystérie. Je vais commencer une histoire drôle qui a été racontée à la télé par un cosquiste italien. Il disait que une météorite est en train de tomber sur la planète et tous les scientifiques ont découvert que la planète, dans 48 heures, à cause de l'impact de la météorite, va être complètement, comment dirais-je, immergée dans l'eau et tout le monde va se noyer. Donc, à la télé passent les trois grands personnages de trois grandes religions monothéistes. Alors, il arrive le pape et demande aux fidèles de se repentir de tous leurs péchés, de remettre l'âme à Dieu. Il arrive l'imam, ou je sais pas, si ça doit être un imam, ou un ayatollah, je pense, et il demande à ses fidèles de se remettre à la miséricorde d'Allah. Il arrive à rabbin et dit, mes frères, mes sœurs, vous avez 48 heures pour apprendre à respirer sous l'eau. Bon. Alors là, je vais jouer les juifs, il faut apprendre à respirer sous l'eau. Donc il faut comprendre quelle est l'eau avec laquelle on va se confronter. Parce qu'autrement, passer notre temps à maudire tout ce qui se passe et à créer même de polar tout ce qui se passe, vrai ou faux, ils le sont, parce que d'une certaine manière, ils sont vrais, mais ils ne le sont pas du tout. Tu ne peux pas surfer sur la vague, c'est impossible physiquement. Les choses qui se passent sont à la fois beaucoup plus compliquées et même souvent pires de ce que dans le pire cauchemar racontent les complotistes, mais les complotistes ne les comprennent pas. Donc ils le racontent d'une manière complètement faussée et avec un délire apocalyptique qui va entre on étouffe sous le tue et l'attente insensée, à la fois d'une espèce d'insurrection populaire qui n'aura pas lieu, ou alors d'une victoire électorale, on ne sait pas de qui par rapport à qui, et qui devrait changer, on ne sait pas quelle donne. Alors en fait,
ce que nous vivons, c'est à la fois clair et pas clair. Pourquoi clair et pas clair? Parce que c'est clair d'une façon rationnelle et d'une façon schématique. Parce que les oligarchies l'expliquent bien ce qui va se passer. Enfin, ils expliquent bien ce qu'ils veulent que se passe. En fait, nous vivons dans un changement d'ère, un vrai changement d'époque, qui sera un changement de tout. C'est-à-dire, il sera un changement d'anthropologie, il sera même un changement de génétique, où il risque de l'être, ça sera un changement sociologique, ça sera un changement de tous les éléments qu'on a dans la tête. Donc, on est en train de passer, c'est comme le passage, c'est plus important que le passage de l'époque des épées et des cuirasses par rapport à l'époque de la poudre à feu. Ça va changer tout. Et ça va changer tout sur certaines directions. Alors, nous avons ce que nous pouvons faire, c'est tout d'abord d'avoir un esprit suffisamment serein et suffisamment maître de soi, c'est-à-dire de nous et de nos mêmes émotions, pour pouvoir affronter la crise d'une manière qui ne soit pas l'hystérie généralisée. Ça, c'est la première des choses, parce que vraiment, tout ce que nous pouvons faire ne servira à rien. Par la suite, on peut évidemment essayer de comprendre la tendance générale d'où on va aller, ce qui est assez évident. Et en même temps, il faut quand même réussir à avoir en tête deux choses importantes. La première, c'est que quoi que se passe, quoi qu'il arrive, l'homme, il a toujours une possibilité de changer la donne. Et simplement, nous avons la tendance d'imaginer que nous ne pouvons pas. Premier élément. Deuxième élément, c'est que tous les programmes qui se mettent en place, normalement, ils ne réussissent pas exactement comme ils sont mis en place, parce que l'évolution de choses rentre dans les choses. Le troisième élément à calculer, c'est que cette vision apocalyptique du tout qui se passe en 3 secondes, souvent n'est pas la bonne, parce que les choses peuvent se passer à plusieurs reprises. Et le quatrième élément, c'est que nous ne prenons jamais en compte les luttes intestines, ce qu'on appelle, je n'aime pas Lénine alors que je l'ai bien vu, je n'aime pas la personne, et je ne l'estime même pas, mais il y a deux choses de Lénine qui sont à retenir tout le temps. La première, c'est son idée du parti des cadres des militants, qui est un parti presque dans la tête militaire et professionnelle et qui sait comment agir sur les choses sans être agi. Ça, c'est un élément fondamental que Lénine raconte. Le deuxième, c'est son analyse sur l'impérialisme capitaliste, quand il trouve la phrase fondamentale de l'unité et scission. Unité et scission. Ça veut dire que tout est uni et tout est scindé en même temps, parce que les oligarchies et les différents centres de pouvoir ont des intérêts en commun et aussi des luttes intestines qui sont fondamentales. Et ça, surtout à l'extrême droite et à la droite en général, on l'oublie complètement. Alors, c'est important, comme c'est important de faire ce qui a été fait dans les années 20, 30, 40, de comprendre, par exemple, que les deux visions du monde hémiplégiques, celle de la droite et celle de la gauche, ne sont pas suffisantes. La vision de la droite qui est hémiplégique, c'est de voir toujours dans les hommes, dans les centres de pouvoir, dans les individus, pardon, dans les centres de pouvoir qui prennent les décisions, une espèce de pouvoir absolu qui n'est pas si absolu que cela, et de le voir comme s'ils étaient déconnectés du réel. Donc, il voit, comment dirais-je, les choses de façon un peu trop subjective. La gauche regarde, analyse, fait toute son histoire avec le matérialisme historique, la dynamique, et blablabla, et voit tout
comme un ensemble de dynamiques qui s'interposent et qui s'entrelacent et considère les hommes, les individus, les centres de pouvoir comme des accidents, ce qui est faux aussi. Alors, comprendre tout ceci est fondamental, arriver à la synthèse est fondamental pour pouvoir savoir déjà de quelle manière on peut regarder les choses et on peut les observer. Parce que nous avons observé les choses en disant qu'est-ce qu'ils vont faire ces abrutis, ah, que va nous arriver demain, ah, nous ont fichu, ah, nous ont foutu, ah, on ne peut pas faire ça, ah, les gens doivent se révolter, c'est pas la peine de l'utiliser. Parce que tout ça n'arrivera pas et parce que nous passerons notre temps à nous remettre toujours sur les rails après que le train est passé. Et ça arrivera, ce qui arrive toujours aux gens qui sont dans la réaction. Les gens qui sont dans la réaction défendent toujours la position d'auparavant, en oubliant que c'était celle contre laquelle avant ils se battaient. Alors, comment dire, ces précisions, je pense que sont fondamentales pour ébaucher, si vous voulez, l'ensemble de la discussion. L'ensemble de la discussion, je vais résumer déjà par plusieurs choses. Tout d'abord, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai copié, je traduis une phrase qui explique certaines choses sur le comment et le pourquoi il y a une certaine gestion de la pandémie et de la psychopandémie. Je la retiens qu'en partie, parce qu'en fait, je la lis parce qu'il y a quelque chose dedans qui est vrai. Il n'est pas si vrai que ça. Je fais aussi de recherche 3D, surtout par des économistes, etc. C'est moins vrai que ça, mais il y a quand même quelque chose dedans. Ils disent, tenant compte du fait que les pandémies européennes et les politiques durables écologiques vertes sont des outils pour maintenir l'économie de la zone euro à taux zéro, plonger la planète entière sous l'emprise du paupérisme passé comme une décroissance heureuse. De cette manière, les valeurs boursières de dérivés détenues dans le portefeuille des titres de sociétés financières, de fonds souverains, de fonds de pension sont sauvegardés. Cette vraie raison est couverte par le sein systémique de l'écologie, la soi-disant pandémie, etc., etc., etc. Alors, il y a des choses sur lesquelles il faut, comment dirais-je, le fond, je pense, de cette réflexion n'est pas faux. Il y a des choses qui sont assez fausses. Par exemple, la soi-disant pandémie, je ne sais pas si on peut l'appeler soi-disant, disons que c'est qu'elle est carrément manipulée, elle est carrément gérée, mais une partie de la pandémie existe réellement. Mais à part ça, qui est à la limite un point de détail, la question que tout se fait pour garder les valeurs boursières de dérivés dans les portefeuilles, je pense que c'est insuffisant. J'ai demandé à des gens assez pointus, ils me disent que c'est une partie de la chose. En fait, je pense que ça n'est plus. Alors, si ça ne vont pas rapporter les choses, en janvier, il y aura vraiment le forum de Davos, apparemment ça va être par ailleurs. Mais dans 4 jours qui se sont terminés avant-hier, du 20 au 3 octobre, il y a eu une réunion de World Economic Forum et en fait, là je vais vous mettre, attendez, je vais vous mettre un lien. Comme ça, vous pouvez aller le voir quand vous voulez. C'est lien important parce que il y a élément par élément, il y a en anglais évidemment, il y a un PDF sur chaque élément, un PDF qui explique comment ils pensent le procédé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont expliqué qu'est-ce qu'ils allaient discuter? Ils allaient s'occuper de la croissance économique, du relance et la transformation. Ce qui est expliqué de cette manière, en fait, il y avait une question à développer. Comment organiser l'économie mondiale pour qu'elle se concentre sur la qualité et l'orientation de la croissance économique future, ainsi que sur sa vitesse? Quelles étapes sont nécessaires pour basculer vers des modèles de croissance et de développement inclusif et durable dans les économies avancées, émergentes et en développement? En deuxième élément, concerné travail, salaire et création d'emplois.
Quels investissements sont nécessaires pour créer de nouveaux emplois, soutenir des salaires décents et développer de nouvelles normes dans le lieu de travail numérique sur site et hybride, alors que nous passons à des économies vertes inclusives? Comment le filet de sécurité sociale peut-il être pensé pour répondre adéquatement aux défis du marché du travail de l'homme? La troisième, éducation, compétences et apprentissage tout au long de la vie. Avec l'accélération de la transformation numérique des emplois et la suppression d'emplois temporaires qui risquent de devenir permanents, comment accélérer les actions de requalification, de mise à niveau de formation? Comment de nouvelles compétences peuvent-elles être fournies à la main-d'œuvre mondiale actuelle tout en réformant les contenus d'éducation pour la main-d'œuvre du futur? Équité, inclusion et justice sociale, comment la perturbation actuelle du système économique et du marché du travail peut-elle être mise à profit pour intégrer une plus grande justice sociale et garantir une meilleure opportunité pour tous? Comment pouvons-nous passer à une plus grande diversité, équité et inclusion dans le futur lieu de travail et au-delà? En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est ce qu'ils appellent la recette de l'économie vers l'industrie numéro 4, etc., etc., etc. Mais bon, à part ce qu'ils disent et à part ce qu'ils expliquent dans le PDF que je n'ai pas encore lu, et que je pense que ça peut être un bon exercice pour tout le monde de lire pour essayer de comprendre, il faut voir la chose selon deux points de vue différents. Le premier point de vue, c'est le point de vue global. Alors, le point de vue global, parce qu'il faut, comme je reviens à ce que je disais auparavant, il faut imaginer l'unité et la scission. Parce que si on ne va que sur l'unité, on voit les choses de façon plate. Si on ne voit que la scission, on ne voit pas les choses, on ne voit pas l'ensemble. Alors, partons de l'unité, c'est-à-dire la vision globale. Puis on va voir ce qui s'appelle les scissions. Et puis, on va essayer de commencer à faire un raisonnement sur ce que se peut passer et sur comment on peut commencer à organiser quelque chose. Alors, la vision globale se base sur plusieurs choses. Alors, se base sur le fait qu'il y a trop de monde dans la planète pour toutes les ressources, sur le fait que quand même l'économie globale qui brûle le marché, qui brûle des économies pour en ouvrir d'autres et qui a fait le tour des rôles et est arrivé jusqu'à la Chine aujourd'hui, doit se rétablir sur une croissance asiatique, sur une chute même démographique blanche et aussi sur l'essor de la Chine. Il faut considérer qu'il y a la robotique. Il faut considérer, on commence à voir, grâce au digital, on commence à voir les monnaies digitales, on commence à voir la possibilité de tracer. Là, on parle tout le temps parle, même il y a des gens qui disent que des gens du pouvoir, des gens qui disent que pour pouvoir combattre les Covid, il faudrait tracer le passage des gens de toute la planète. Ce qui preuve, si vous voulez, qu'il y a une certaine logique, un certain envie de contrôle, mais que je trouve qui est assez déplacé dans le sens qu'aujourd'hui, on est déjà bien tracé sur avec tout ce qu'on a. Je veux dire, aujourd'hui, on est tracé partout. Tu peux presque penser un truc devant ton Internet et tu as la publicité de ce que tu as pensé. Où tu as, avec ton téléphone, etc., tu es tracé quand même. Donc, je ne suis pas tellement sûr que ce soit vraiment le but, celui de nous tracer davantage. Ça peut en être un. Mais en fait, ils essayent de créer, de gérer, si vous voulez, l'unité et la scission pour des synthèses qui permettent à la fois de favoriser l'essor, par exemple, de l'économie du tiers et du quart-monde, pour essayer de, comme je l'ai dit à l'entrée, pour essayer de garder les questions financières, boursières, pour le dérivé, etc., pour les spéculations qui sont contraires en partie à la production. En Europe, on risque de vouloir vraiment casser la production. La preuve, ce n'est pas la preuve, mais un symptôme, ce n'est le fait qu'aujourd'hui, on est revenu à l'ère solaire, mais on discute sur la possibilité qu'on ne reviendra pas à l'ère légale.
Alors, l'aire légale, vous savez, c'était fait exactement pour permettre, pour favoriser la pollution. Si on ne revient pas à l'aire légale, c'est qu'on donne un message que la pollution ne doit pas être vraiment favorisée. Alors, tout ceci, que va-t-il comporter? Parce que nous allons vers, avec la robotisation, avec l'informatique, avec de nouveaux langages, avec une nouvelle société, avec une nouvelle sociologie, nous allons vers la naissance d'un homme nouveau. Un homme nouveau qui n'aura pas, qui doit être précaire surtout, qui ne doit pas être propriétaire si possible, qui ne doit même pas avoir une identité fixe, non plus sexuelle, je ne parle pas des autres, dans lequel toute logique de souveraineté nationale sera complètement dépassée techniquement car impossible, et un homme nouveau qui, évidemment, sera beaucoup de cas, ça sera comment dirais-je, quelque part plus esclave qu'aujourd'hui, avec petite classe moyenne qui vont être paupérisées ou prolétarisées. On assiste, mais ceci dit, en même temps, on rentre dans une logique aussi de scission. Quelle est la logique de scission? Sur la nouvelle économie, par exemple, il y a le lancement de la nouvelle vision de voitures, comment dirais-je, qu'on peut appeler hybrides, électriques, etc., où la Chine elle avance. L'Allemagne et les États-Unis courent après la Chine, mais en vraie concurrence. Donc, il y a aussi de luttes intestines entre puissances qui veulent quand même que l'avenir, grosso modo, on a décrit, soit et des axes physiques et peut-être culturels différents, ce qui joue dans la scission. Et puis, il y a d'autres éléments de scission. Par exemple, ce qui arrive aujourd'hui en Italie. Aujourd'hui en Italie, où la situation de la pandémie, la situation du Covid est pour l'instant, par rapport au reste de l'Europe, la ridicule. Alors, nous avons encore le maximum de morts, mais actuellement, au niveau de contagion, nous sommes beaucoup par arrière de tout le reste de l'Europe. Ben, on est presque au lockdown, fermeture à 18h, restaurant qui ne veut pas ouvrir le soir, fermeture de tout le truc qui avait fait renaître, etc. Et donc, nous avons une lutte qui est réelle entre le gouverneur de région et le gouvernement, alors que le gouvernement, disons, est de gauche, mais le chef, c'est celui qui gère la lutte contre le gouvernement, c'est un gouverneur de gauche, le gouverneur de l'Émilie, de Bologne, etc., qui est la région la plus productive d'Italie, parce qu'en fait, disons que cette tentative de tout détruire, en fait, ça leur dépasse. Donc, je veux dire que nous assistons à des luttes intestines importantes et nous allons vers un univers, vers un monde dans lequel, après je laisse la parole aux autres, dans lequel les éléments que je trouve qui sont fondamentaux sont que il n'y aura plus assez rapidement aucun support institutionnel ou étatique, et que seulement lors de la réorganisation, presque l'autonomie, l'organisation sociale de catégorie, l'organisation locale, etc., permettra de rentrer en jeu et pour changer la donne, au moins en partie. Mais pour faire ceci, il faut savoir quelles sont les directions et savoir y aller en changeant la couleur avec une intelligence précise. Donc, c'est un travail énorme que je pense que c'est un travail sur lequel l'Académie devra s'occuper, auquel l'Académie devra se dédier pendant longtemps, parce que la réponse, elle n'est pas faite. Il ne peut pas être faite comme une conférence avec 3 slogans magnifiques sur lesquels on va après défiler dans la rue, parce qu'on est en train justement d'affronter un tel changement qu'il faut
y être avec la tête, les cellules, la volonté, l'intelligence, la capacité, etc. Donc là, je m'arrête. Je pose. Alors déjà, je veux savoir si quelqu'un, par exemple, si Alexandre veut parler un peu, ou sinon, si quelqu'un d'autre veut le faire, enfin, me demande la parole ou me poste, ou plutôt, pour éviter que tout le monde le fasse, on poste, je vais parler de ceci et puis je lui donne la parole. Alors, nous voici. Alexandre, tu veux rentrer? Tu veux te parler, s'il te plaît? C'est étonnant. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais. Ouais, bah, pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que tu as dit. Bah, sur le contexte, de toute façon, on peut rappeler un peu, bon, déjà, le fonctionnement de Davos, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une machine à incuber les problématiques. Les élites recrutent les élites, vont, à l'occasion d'un grand raout, formaliser des éléments de langage. Là, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Vous avez 10% des gens qui sont sélectionnés pour avoir le droit de prendre la parole. 90% des autres les écoutent. Après, en fait, ces éléments de langage, ils vont incuber essentiellement le monde occidental au travers de l'année suivante. Et ce qui se passe en ce moment à Davos est intéressant puisqu'en fait, on a un Davos quasiment permanent. Vous pouvez aller voir, par exemple, sur le site, tu as donné le lien. Sur LinkedIn, en fait, il y a des conférences quasiment quotidiennes. Cette semaine, c'était sur la réforme du marché du travail. Donc, ouais, en fait, il va se passer énormément de choses. C'est intéressant de les écouter, parce que comme tu le disais, de toute façon, ça va être difficile de s'y opposer. Donc, en tout état de cause, autant savoir à quelle sauce on va être mangé. Bon, quelqu'un d'autre, après on peut faire des questions et des réponses. Quelqu'un d'autre pouvait quand même faire une intervention? Je ne sais pas qui d'autre. Son père, hein, on ne devait pas donner même poser des questions déjà. Bon, je vous laisse une minute pour réfléchir et puis on reprend d'un autre côté. Les élites sont-elles scalaires que ça dans leur programmation en ces contextes? C'est ce que demande Alix. Ça dépend qu'est-ce que tu entends pour les élites, ça c'est le vrai problème. Parce que si pour les élites, on entend, par exemple, je vais te dire, je ne sais pas, la haute bourgeoisie, comment ça s'appelle, polytechnique, qui est au Wenarc, qui est autour de l'Élysée, ou etc., non, elles ne sont pas tellement à l'aise. Si on parle d'autres élites, ça dépend lesquelles, parce que les élites sont tellement divisées entre elles, il y a tellement de niveaux. Évidemment, les grands spéculataires, oui, parce qu'il suffit par exemple de penser ce qu'est tout l'argent qu'ils ont déjà attrapé avec tout ce qui arrive par exemple, dans Bezos, au Facebook, Google, etc. Aussi les spéculatifs, parce qu'avec tout ce qui va s'effondrer, ils vont devenir maîtres par la finance, ils vont devenir maîtres à profit de beaucoup de richesses, y compris des immeubles. Ça va se multiplier. Si on entend des élites qui, à un certain niveau, ont le sens de d'être omnipuissant et pouvoir jouer le rôle de diantaire, en suivant à la fois de fanatisme ésotérico-religieux assez particuliers qui sont aussi à l'aise. Mais bon, après, il y a d'autres élites qui ne sont pas justement, et il y a aussi des élites qui sont entre les deux, qui sont des élites beaucoup plus sobres et ne sont pas si à l'aise. Donc, comme je disais auparavant, il y a une décision. Mais ça me paraît évident que c'est
La ligne va dans le sens qu'on a plus ou moins décrit. Après, il faut voir comment on l'ira, parce qu'il y a façon d'apporter de changements. Et donc, c'est important de voir quels seront les différents entre justement les élites et un peu différents aussi points, comment dire, géopolitiques, géoéconomiques, géostratégiques qui existent. Et après, bon, surtout, ce qui nous intéresse, c'est de voir quels sont les espaces qu'on peut remplir pour une logique active. Une remarque, dit Alessandre, effectivement, les anarches sont vraiment à l'aise dans ce mouvement. Exact. Alix, oui, je constate une grande déperdition d'assurance sur le cadre dirigeant de réseaux politiques actuellement. Actuellement, oui. Voir des réseaux qui s'écroulent, oui. Perte de sang-froid, entre autres, oui. Ambiance sauf qui peut, après-guerre, profit, etc. Oui, simplement, il ne faut pas oublier que ces gens-là ne sont pas, ont toujours été, comment dirais-je, comme on peut dire, comme le chef, pas le chef de cabinet, comme le chef de service d'un ministère. C'est pas eux qui décident, donc les choses le dépassent, elles sont complètement écroulées. Mais les systèmes, disons, la machine peut tranquillement faire sans eux. On peut même les substituer par des robots. Ils n'ont pas besoin d'officiers, Alix. Ils ont besoin, c'est ça, ils n'ont pas besoin d'officiers, ils ont besoin de commissaires politiques. Alors, l'écho de Canu demande à Alexandre, Roberto demande à Alexandre, quels sont leurs sujets de discussion lors de la conférence au quotidien. Ouais. Tu vois, tu peux reprendre? Bon, entre-temps, je lis la question de Jules pour poursuivre sur la question des élites. Puisqu'elles sont tous sauf politiques, que peut-on anticiper quant à l'évolution des élites politiques, économiques et médiatiques, respectivement, au regard de ce que nous apprennent à la fois les contextes actuels et ce qu'on peut déduire de ce que Davos développe? Autrement dit, quelles sont les élites qui semblent s'adapter mieux à la situation et quelle direction semblent-elles prendre? Alors là, franchement, je ne suis pas en mesure de te le dire parce que la question est tellement subtile et surtout, pour des raisons assez simples, tout le monde cache son jeu. Parce que surtout pour ne pas démontrer ses faiblesses. Donc, tu vois, par exemple, je fais un exemple absolument stupide. Celles qui sont en train de faire de la vraie résistance en Italie, qui vont contre courant, ne sont pas les gens de droite qui ne font que du blablabla. Ce sont les gens qui sont plus proches de pouvoir réel, des pouvoirs réels locaux, je veux dire, de pouvoir économique, etc. Donc, les gens qui font plus de résistance à la chose actuelle, ne pas Salvini qui fait du blablabla, ni la Meloni qui fait du blablabla. Ce sont justement, je disais auparavant, le gouverneur de la Midi de Bonaccini, le gouverneur de la Vénétie, Zaia, qui est avec Salvini, en fait, qui est autre chose, et pour des raisons complètement particulières, parce qu'ils sont liés à l'économie locale. Après, tu as Renzi, qui est au gouvernement, et qui est lié quand même aux industriels. Donc, les gens qui font... Alors, il y a aujourd'hui évidemment c'est comme une espèce de renouvellement, ça renouvelle quelque chose qui est déjà passé il y a longtemps. Tu as d'un côté les spéculateurs et les parasites qui essaient de détruire, qui se battent contre les producteurs. Alors, évidemment, les gens qui essayent de défendre les producteurs se trouvent à une situation mal à l'aise dans l'intérieur d'un ensemble de choses dans lesquelles les parasites sont dominants. Après, évidemment, il y a des choses, parce que puisque on n'a pas
puisque, bon, disons, si on peut dire que la dynamique est écrasante et que la dynamique elle ne fera forcément que gagner, parce que c'est une dynamique on peut la parler d'un point de vue de la métaphysique ou d'un point de vue purement de la physique. Cette dynamique de transformation va être imposante. En même temps, les gens qui ont un minimum qui ont vraiment des choses à défendre, qui peuvent le défendre, parce que le petit marchand qui veut défendre son magasin ne le défendra pas. Il n'y a pas de mesure de défendre à ce qui n'est pas organisé. Et ça, il faudrait qu'il y ait 4 millions, 6 millions, 7 millions de marchands, plus 3 millions de, je sais pas, d'artisans, plus je sais plus quoi, qui marchent ensemble, ce qui signifierait que ça donnerait une certaine force à certaines parties de l'élite pour changer la donne, et alors ça ira, mais comme ça n'ira jamais. En revanche, c'est qu'ils ont de fortes sources économiques organisées à défendre iront. Donc, par exemple, il faut dire que alors que la France, on ne sait pas trop, je veux dire, on voit la France qui essaye dans tous les côtés de faire comme ça, et sur le Covid, sur la géopolitique, sur le etc. Le sel qui sont en train de lancer de solutions alternatives, pas alternatives, dans le sens de la mécanique, mais alternative dans le sens du contenu de la mécanique, de la géographie de la mécanique, et donc qui nous pourrait donner des résultats, sont les Allemands. Le pire de tout, aujourd'hui, en Europe, ce sont l'Italie et l'Espagne qui sont le plus vraiment aplatis vers ces discours de la dominaison vers le Big Brother, pour utiliser un mot. Et donc, je ne sais pas si en Espagne, il y a une possibilité de résistance. En Italie, ça commence à l'avoir un peu, je ne sais pas si ça durera, mais je commence à être un peu dans les institutions. Donc, s'il y a dans l'institution, ça peut changer un peu la donne. Mais s'il y a des gens qui vont dans la rue pour lancer des cocktails Molotov entre chez eux, ça défoule, mais c'est tout. L'administration peut-elle s'écrouler rapidement? Et si oui, l'administration belge a continué à tourner sans dirigeant réel quelque temps, car zéro effort, mais règlement pour futur, bien sûr. Écoute, l'administration, je ne pense pas qu'elle s'écroule rapidement, je ne pense même pas qu'elle s'écroule, mais je pense que si elle s'écroule, tout le monde s'en fout. Parce que nous vivons toujours dans ce qui se passe, ce qui est en train de se vérifier avec cette crise, et qui se vérifiera forcément, c'est on a de force à mettre dans la tête de gens qu'on a passé un cap qui est passé depuis longtemps. C'est-à-dire, nous vivons avec nos, comment dirais-je, nos réflexes, non réflexes, je ne sais plus, pavloviens, une réalité que nous vivions. C'est-à-dire, nous avons été conçus et nous avons vécu dans une vision institutionnelle dans laquelle il y a un État, un gouvernement, des frontières, une armée, une administration, et tout ça fait la nation, et tout ça fait tout ceci est dépassé. C'est-à-dire, ils sont des vestiges de quelque chose qui n'est plus depuis longtemps. C'est-à-dire, ça fait la nouvelle époque qui a été déjà, qui s'est préparée toute seule, en commençant par la dérégulation des années 80. La nouvelle époque a été baptisée avec l'écoulement de deux tours. Donc, déjà en 2001, tout ceci était, comment dirais-je, était de la surface utile simplement pour les habitudes animales presque de gens qui nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes dans un an, 2 ans, etc. Nous aurons même oublié l'existence de tout ceci. Ça sera révolu. Alors, l'important, ce n'est pas, il ne faut pas s'accrocher à rien qui ressemble à ceci. Il faut créer à l'avance, ça c'est l'avant-garde, il faut créer à l'avance
des sujets, des hypothèses qui sont à la fois révolutionnaires et traditionnelles. Mais ça, il faut savoir que pour ça, que, comme disait Nietzsche, euh, on est dans le désert, malheur à ceux qui gardent en soi le désert. Donc, il faut vraiment réussir à passer le cas dans une nouvelle aristocratie qui est quand même une aristocratie populaire, mais une nouvelle aristocratie qui est quand même réussisse à être suffisamment allègre, génial, de pouvoir créer et sacraliser des espaces. Alors, tout ce qui va tomber, je ne sais pas, mais de toute façon, on parle de ce qu'on peut appeler des superstructures. Tout ceci n'a presque plus valeur. Oui. Et ça, c'est le grand problème que je vois dans dans les réseaux sociaux, etc. Que ce soit, enfin, tous les gens qui essayent disons, de réagir un tout petit peu à cette mort civile, parce que c'est une mort civile. Ah ouais, je vois que l'écho est venu. Attends, je vais regarder. Ah oui, oui, parfait. Euh, tous ceux qui essayent de répondre à cette comment dirais-je, oui, mort civile qui nous est imposée, ils sont toujours en train d'essayer de espérer qu'il y a un rebondissement, quelque chose, un sursaut général qui permette de revenir en arrière, peu importe quel est l'arrière. Qu'ils soient de gauche, de droite, de centre, c'est pareil. Je trouve rarement de genre. Normalement, malheureusement, je dois admettre avec beaucoup d'amertume que ceux je vois, qui ont assez compris la chose, il y a des hommes politiques qui ont assez compris la chose, sont démocrates chrétiens. Le reste est complètement à côté de la plaque. Mais on parle toujours de la politique, on parle des réseaux sociaux, on ne parle même pas de l'extrême droite. Là-dessus, l'extrême droite, plus que de dire que nous sommes en train de nous faire baiser par les méchants, par les grands méchants, avec comment dire, un raccourci, parce que c'est vrai, mais c'est faux en même temps, plus que là ne va pas. Et donc, tout le monde s'attend de quoi? Que ça s'écroule le système ou que les choses de la crise permettent que le peuple puisse se gérer de lui-même. Je voudrais bien vous demander ce jour-là si on regardait en face ce qui aujourd'hui représente le peuple. Bon, je pense que on devrait réfléchir sur. Non, on va peut-être, on reste le temps qu'on veut, mais on peut même terminer dans quelques minutes. De toute façon, c'est pas la peine. Il ne faut pas rester pour rester. Mais je pense que ce que nous devrions faire, c'est d'étudier encore un peu mieux, à commencer à étudier les lignes dans lesquelles on va, et commencer aussi à ébaucher de solutions hypothétiques ou interroger, par exemple, sur nos médias, notamment sur le site en français, que j'espère soit prêt, de prêt mercredi, j'espère, enfin, ou ce sera dans quelques jours. Après, il faudra voir qui va s'en occuper, mais enfin, en combien de gens vont s'en occuper, comment. Dans nos supports forums, radio, quoi que ce soit, faire alimenter le débat. Alimenter le débat, mais essayons de choisir, déjà d'avoir quelque chose à dire, parce que sinon, alimenter le débat pour alimenter le débat et pour alimenter l'excitation, ça ne sert à rien. Essayez aussi de faire paraître des positions intéressantes qui en veulent la peine. Parce que à l'intellectuel qui parle de choses pour dire comment elles vont, qui explique bla 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 bla, ça peut être intéressant, mais ça n'amène à nulle part. Un militant qui commence à crier, à lancer des slogans et faire de l'agitation,
aujourd'hui, c'est encore, ça n'amène nulle part et il devient grotesque, mais essayer d'utiliser une intelligence militante pour commencer à faire la contre-offensive créative, je pense que c'est ce qu'il nous faut. C'est notre tâche. Enfin, c'est la tâche de ceux qui veulent sortir de ces gaps avec avec la tête droite et les épines dorsales non brouillées. Autrement, donc c'est un moment compliqué, mais fondamental. Je crois que ceux qui veulent ont la tâche de renouveler complètement non seulement la pensée, mais l'attitude face aux choses, parce que ça fait trop longtemps que face aux choses, on ne fait que pleurnicher et que faire de l'agitation, hurler ou démontrer en se donnant du coude qui est le méchant du lot. Et je vais vous dire simplement une chose, que ceci sera meurt demain et qui si Trump n'est pas élu demain, l'extrême droite, ça n'a plus de quoi parler. Et par contre, ça ne changera pas grand-chose. Alors, avec ça, on a dit une chose très intéressante. Le forum a prévu des concertations populaires. On a le droit de l'ouvrir début 2021. On participe bien volontiers. Mais ça s'est fait comment par Internet, ou physiquement. Si c'est par Internet, c'est pas mal. Alors, à ce moment-là, attention, parce qu'il faut mettre. Et là, il faut choisir une pool de 3, 4, 5 personnes qui puissent être. Je ne sais pas comment ça. De toute façon, oui. De toute façon, si on peut, bien volontiers. Oui, c'est vrai, ça donnait rien avec les consultations de Gilets jaunes. Roberto, parfait, mais n'oublions pas que ce que je disais aux parents, que s'ils font le forum, ce n'est pas pour faire simplement du cinéma, ils n'ont pas besoin. C'est parce que ce sont de comités d'entreprise. Dans un comité d'entreprise, il faut faire l'unité décision. Donc, si on a parfois des graines aident certaines scissions. Alors, je pense que c'est utile. Et au pire, si ça sert à rien, ça sert à nous pour les écouter, pour apprendre. Ah, ils vont organiser des lieux de concentration dans des villes partiellement par Internet. Est-ce qu'on peut, Alexandre, bon, on se rappelle, est-ce qu'on peut savoir bien exactement où, comment, etc. Parce que je pense qu'il faut vraiment se préparer. Je répète, au moins c'est une école de. Un jour, on a manifesté, par exemple, contre le lockdown. Hein. Ils vont, par exemple, hier, le gars des forces armées sont allés faire. Ils sont allés défouler une manif à Rome contre la police. C'est bien, c'est joli. Je n'ai rien contre, tout au contraire, parce qu'au moins les gens se forment. Ça sert à rien, mais au moins se forment. Donc, si avec ça, même on ne tient rien, c'est une expérience formatrice, au moins. Et je crois que au moins ça nous donne à nous des outils de travail, de pensée. Le grand perdant, c'est nous, le visionnaire durable préservateur, sera l'industrie, donc la Chine. Non, pas la Chine. Sera l'industrie européenne. Sauf si l'Allemagne remporte la mise. Et peut-être l'industrie américaine en partie, mais l'industrie chinoise, non. La Chine, c'est la première puissance actuellement sur la reconversion automobile verte. Et elle a déjà la main mise sur tous les moments pour les batteries électriques. Donc, ce ne sera pas la Chine qui fera. Enfin, selon le plan actuel, parce que je répète, il y a scission et unité. Ça se trouve que le choc d'intérêt avec les Américains, ça pourra apporter autre chose, même la guerre, je ne crois pas, mais bon. Donc, mais telles qu'elles sont les données actuelles, non, ça ne sera pas la Chine là-dedans. Quelles sont les données actuelles?
les perdants serons nous, sauf si l'Allemagne la pêche. Oui, Flamance, que je pense que, si je ne me trompe pas, c'est Mimiden, je crois, je ne suis pas sûr. Oui, tu as raison, le gilet jaune, pas de problème, pas de suite, mais certaines luttes économiques et les peuples, quelque part, ils ont gagné. Non seulement quelque part, ils ont gagné, mais j'ai lu quelque part que certaines de réformes, certaines de réformes macroniennes ne sont pas passées grâce à eux. Donc, quelque part, ont gagné, oui. Enfin, alors, je reviens à Lénine. Je reviens à Lénine. Là-dessus, ils ont eu une victoire tactique dans une défaite stratégique, sinon. Mais c'est bien. Nous n'avons que d'union stratégique. Alors, avec 1,9%, c'est 9 la Chine, la seule grande puissance, alors en de 2020, exactement. Par principe, je suis l'aide d'Alex, entreprise, je participe à toute la soi-disant démocratie participative. Évidemment, oui, mais c'est pas ça. Je suis d'accord, mais on ne doit pas faire la démocratie participative. Là, il s'agit de. Alors, dans ton entreprise, la démocratie participative est écoutée par des cons. Et là, il est écouté par des cadres à un certain niveau. Donc, certaines choses peuvent passer, peuvent être sélectionnées et entrer dans un jeu de lutte. Et de toute façon, l'important pour nous, c'est de connaître l'ennemi. Donc, je vois pas, ce n'est pas celui de le convaincre qu'il doit changer de nation. De toute façon, tu as bien connu de l'intérieur leur mentalité, donc ça t'est servi. Bon, la question de Sylvester, ça ne me concerne pas. Voilà. Donc, je ne te demande pas qui tu es, etc. Si jamais tu veux partir ici. Un avis sur les directions que prendront les usages avant que ce soit Biden ou Trump qui soit élu. On a pu voir que Trump avait en partie fait le virage politique dans la pire continuité sur l'élection, reprise de l'ancien ligne Paris-Biden. Après, oui, c'est comme ça, mais comme, alors je pense que, en fait, le vrai problème à l'intérieur des États-Unis, c'est un problème de lutte intestine à propos du pouvoir profond et du deep state et du pouvoir du pays productif. Donc, du point de vue sociologique américain, parce qu'il ne faut pas oublier que je parle des Amériques, là, nous vivons vraiment un bras de fer entre ce qu'on appelait l'union et la scission, l'unité et la scission, là où le producteur sont contre les parasites. Et ça, c'est le cadre dans lequel je vois la différence Biden-Trump. Pour le reste, je ne pense pas que la ligne politique générale des États-Unis puisse changer beaucoup. Ça change les soft power. Et en fait, là aussi, nous avons intérêt à que Trump l'emporte parce que son soft power et ses hard, en même temps hard, oblige les autres, c'est-à-dire surtout les Européens, à accélérer, alors que les soft power bideniens les étouffent. Ceci dit, puisque la plupart des gens ont déjà voté par courrier, la question sur qui gagnera se pose de cette manière. Qui va pouvoir tricher sur le bulletin de vote? La Maison Blanche ou le Deep State? Parce que si c'est la Maison Blanche, ce sera Trump qui passe, le Deep State, c'est Biden qui passe. Vincent, tu me dis peut-être une sécession de certains États craindre. Déjà, moi, je dirais espérer. Californie, c'est victoire de Trump. Montana, Texas, c'est un cas de victoire démocrate. Peut-être une seule. Je le souhaite. Je souhaite que ça explose.
Comme on disait un copain qui vit dans les Wyoming, le magasin de Monsieur Adavert aux alentours sont vides. Oui, j'adore. Il y a un petit air de guerre civile. Mais après, c'était rend dessus certains contre certaines, mais ça ne changera pas tellement la donne. Parce que Bungalow Boys, Proud Boys, White Fly, Dead Blanc, vers le campagne américaine. Oui. Bon, je vous avoue que ça me fait pas rêver. Quand on est vers un société bien mondialisé, si, ouais, ouais. Je pense qu'on va vers l'idée, c'est le communisme capitaliste. Parce qu'en fait, c'est ça, le communisme capitaliste avec une hyperclasse, des commissaires politiques et des gens des sujets qui sont assistés. Sans la pauvreté, oui, oui. En fait, bon, j'insiste tout le temps que le soi-disant socialisme réel nous a trompé un peu sur l'image, parce qu'on lit les manifestes de Marx et Engels, ça va parfaitement bien avec ce qu'on dit maintenant. Oui, oui, oui. Tu dis, ça pourrait être l'occasion unique pour l'Europe de se lâcher en affaire US. Oui, oui, bien sûr, je l'espère. Moi, je disais, ça ne me fait pas rêver vraiment l'idée, comment dire. Je sais que souvent, les gens de chez nous sont tellement tétanisés par ce qui arrive aux États-Unis qu'ils se sentent presque américains. Alors là, je ne suis pas trop. Mais ce n'est pas tout simplement pour anti-américanisme, parce qu'en fait, aujourd'hui, ça veut beaucoup dire. Mais ça ne vaut pas plus tout dire. Mais le problème, c'est qu'on a la tendance, on est vraiment mondialisé, et donc quelqu'un se sent russe, quelqu'un se sent américain, quelqu'un se sent iranien. On oublie qu'on doit toujours dialoguer avec ce qui se passe en restant quand même. Bon, alors, si nous n'avons pas d'autres questions, ce que je propose de faire une deuxième réunion, par exemple en ce moment, comme ça on ne l'oublie pas, et sur une nouvelle séance pour réviser un tout petit peu, pour approfondir un peu, et après essayer de lancer, j'espère d'avoir les outils pour le faire, commencer à lancer une campagne de petit à petit de réinformation sur d'autres axes. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors. Je crois que vous impressionnez tout le monde. Non, non, bon. Alors, commençons. Ce qu'il faut faire, d'abord informer. Parfait. Ce serait constructif, assurément. Oui, parce que tu n'y as pas d'amis de personne. Ah non, ça c'est autre chose. Il faut commencer à éclairer sur ce qui se profile. Ok. Parfait. Je pense que oui. Alors, oui. Roberto, est-ce qu'on peut faire le point téléphonique? Là, toi aussi, tu es toujours en hiver, tu es fait enfermer. Donc, est-ce qu'on peut, dans 2-3 jours, faire un point téléphonique ou même, comment ça s'appelle, par Skype, pour voir à quel point nous sommes avec Giancarlo, parce que Giancarlo a fini, il faut commencer à réfléchir. C'est possible? Par exemple, qu'on fixe aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui? C'est le dimanche. On fixe vaguement, hein, puis on se rappelle un rendez-vous vers vendredi soir. Ok, samedi. On peut faire ça samedi. Oui, pourquoi? Oui, oui, ça. Parfait. De toute façon, on se rappelle. Sinon, rien d'autre?
Alors, si rien d'autre, bon, Jérôme aussi, je vous salue, faites gaffe, parce que, et bon, et, et à bientôt. À bientôt. Ah bah, il est parti. Alors, qui est Alix?